Bonsoir, bienvenue dans cette troisième nuit de la culture giennoise. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés, merci à tous ces fondus de culture, de toutes les cultures. Vous avez sans doute remarqué que des choses avaient changé depuis le mois de juin dernier, date de la dernière émission, puisque on a déjà des degrés en moins au thermomètre. Il fait très très frais à l'heure où nous enregistrons cette introduction d'émission. Et puis nous avons surtout, depuis, créé une association qui va pérenniser la nuit de la culture giennoise. Et pour vous parler de cette association, eh bien, j'accueille Julien, qui va vous en parler. Bonjour à tous, c'est vrai qu'il fait très froid ce matin, mais on est très content de vous retrouver pour cette troisième émission. Effectivement, la première et la deuxième ont été réussies et elles vous ont plu, donc on s'est dit qu'on allait construire une association pour se structurer et faire un projet sur le long terme. Les toquets de culture sont nés, nous sommes 9 pour le moment et vous pouvez nous rejoindre si ça vous intéresse. Donc voilà, et puis maintenant, top départ pour la troisième. À toi de jouer, Jean-Marc. Sommaire. Nous allons faire la connaissance du graffeur Alexandre Grunfeld, dit Nemo, qui va composer une fresque rien que pour nous pendant toute l'émission. Ce sera notre fil rouge. Elle dessine, elle peint, met en scène des expositions, elle chante aussi. Rencontre avec Angeline Bailly. Ça rappe fort à Gien en compagnie de Carbo, signature plurielle pour ce collectif qui a son propre univers. La faïencerie de Gien a 200 ans. À cette occasion, la manufacture se dote d'un tout nouveau musée dont vous verrez les premières images faites pendant l'installation et rencontre avec Yves de Talouette, son PDG, et nous tournerons également une page d'histoire avec Antoine Estienne. Voilà, vous l'avez vu, il va se passer beaucoup de choses dans cette nuit de la culture numéro 3. Je suis très heureux d'accueillir Alexandre. Enchanté. Alors Alexandre, il est graffeur, enfin il y a plusieurs... J'ai noté plein de synonymes parce que j'aime beaucoup les synonymes. Alors graffeur, bombeur, graffiteur, tagueur, vous êtes quoi dans tout ça? Ouais, c'est ça. Peintre en bâtiment aussi, c'est comme vous voulez. Toutes les casquettes sont là. Vous allez créer une fresque pour la nuit de la culture giennoise et vous allez commencer, donc on va vous suivre pendant toute l'émission en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Derrière, sur les panneaux que vous voyez là, je vais faire une fresque, une pièce, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Un sketch? Un sketch, ouais, c'est ça. Le sketch, c'est le truc de base, mais oui, c'est ça. Donc l'avancer tranquillement sur tout le reportage du coup que vous allez voir par la suite de mon graphe. Alors Alex, vous êtes originaire de la région? Oui, tout à fait. J'ai grandi dans le 45, juste là, à Neuvois. Et j'ai fait toute ma scolarité ici et je suis parti de la région à peu près à mes 18 ans pour aller faire mes études en région parisienne. Parce que vous avez un vrai métier. Ouais, c'est ça, j'ai un vrai métier, oui, ça permet de payer le loyer déjà. Je suis orthoprothésiste, donc je fabrique des prothèses pour les gens amputés, des appareils de marche. Je travaille dans un centre de rééducation en fait en région parisienne. Qu'est-ce qui vous a amené à cet art en fait? La curiosité, ça m'intéressait, j'en voyais pas mal sur le bord des routes ou sur les bâtiments abandonnés, puis un jour je me suis dit pourquoi pas essayer moi aussi. Donc j'ai acheté mes premières bombes de peinture et puis j'ai été m'essayer dans les bâtiments dans un premier temps désaffectés dans la région. Et un graffeur, c'est parce qu'il y a des clichés, hein, vous véhiculez pas mal de clichés, le mauvais garçon, le type qui dégrade les façades. Peut-être un petit peu, après ça dépend du point de vue, je me considère pas plus que ça comme un mauvais garçon. On essaie de faire ça quand même discrètement, le plus proprement possible. C'est l'art de l'intuitif, on peut quand même ça. Ouais, tout à fait. Il y a une partie d'intuitif quand on arrive sur le mur qu'on n'a pas forcément préparé quelque chose, mais on a aussi envie des fois de faire des travaux qui vont être un peu plus élaborés, un peu plus travaillés, avec des thèmes, des persos, donc des petits personnages sur les côtés ou autres. Et donc c'est beaucoup de travail en amont quand même, de dessin, sur papier déjà dans un premier temps, avant de pouvoir le sortir sur mur en grand quoi. Pour la fresque que vous allez faire là, vous avez commencé par la feuille blanche. Ouais, c'est ça, tout à fait. On peut récupérer les thèmes un petit peu de l'émission à droite à gauche, essayer d'avoir un petit fil rouge et puis de ça construire un petit lettrage autour de ce que moi je sais faire, apporter ma patte un peu à tout ça, quoi. D'accord. Ça va être du lettrage essentiellement. On aura du lettrage et un petit peu de perso sur les côtés, des petites décorations. Comment on passe de la feuille blanche, qui n'est pas plus grande que ça, à ce panneau qui est quand même très grand? Par rapport aux proportions, comment vous faites pour vous y retrouver? Au début c'est compliqué, hein. On commence toujours à faire, on fait tout petit en fait, donc on se rend compte que c'est compliqué. Après on essaye de faire plus gros, mais on se rend compte qu'on a rapidement plus la place. Donc petit à petit on passe par d'autres chemins. Donc on peut faire, moi je suis passé par les quadrillages dans un premier temps, donc refaire mon quadrillage que je faisais sur ma feuille papier et pouvoir le retransposer sur le mur et replacer mes éléments un petit peu pour être sûr d'être bien proportionné et qu'à l'œil ça rentre bien, quoi.
Oui, pas commencer avec des lettres très grosses et finir avec des lettres étriquées Ça, et rapprochées. fait, Le syndrome de l'enveloppe. Exactement. Quand on a une très longue adresse à noter, à la fin, on condense les lettres pour que ça tienne. C'est un petit peu ça. C'est tout à fait ça, ouais. Bois, béton, je sais pas, pierre, Bois, ça béton, fonctionne surtout en fait. C'est ça, briques, pierre, verre, la tôle, tous les matériaux ils sont intéressants et puis c'est intéressant aussi d'essayer de travailler un peu avec le matériau qu'on a, de jouer un peu avec les contrastes du support, quoi. Ça rapporte toujours quelque chose d'un peu plus au graphe, quoi. Ouais. Vous avez un nom d'artiste ? Oui, je pose Nemo, donc c'est mon nom de scène entre guillemets, quoi. Ouais. Donc j'ai ça depuis le début, donc c'est resté Nemo. J'avais entendu dire que les graffeurs avaient un signe distinctif, c'est-à-dire qu'on pouvait distinguer très bien qui avait fait cette fresque. Ouais, c'est ça. C'est comme un artiste va signer sa toile, l'artiste va signer son graphe, donc il fait une petite signature en bas. Après, il y en a qui vont plutôt faire des petits lettrages, qu'on appelle le tag, qui est plus ou moins apprécié. Moi, je fais une petite tête de singe, donc c'est une petite tête un peu ronde, avec les yeux un petit peu affûtés. Ça permet de me reconnaître parmi ce mur de signature, quoi. Et vous avez déjà pensé passer du graphe, de la bombe au pinceau ? Oui, je l'ai déjà fait aussi. Ça permet c'est multitechnique en fait. On essaie toujours d'aller un petit peu plus loin, d'essayer d'autres techniques, d'autres couleurs, d'autres matières, et pour rendre le graphe un peu plus vivant. Et c'est toujours plus sympa un graphe un peu multitechnique, comme par exemple avec du pochoir. On a de la bombe, de la peinture aussi. Ça va être plutôt pour les toiles. Faire des t-shirts aussi, faire un petit peu de sérigraphie, c'est vraiment super vaste comme domaine d'expression en fait. Et alors les étapes ? Alors dans un premier temps, je vais faire ce qu'on appelle l'esquisse, donc je vais faire vraiment le tracé de mon lettrage pour positionner mes éléments, pour qu'ensuite quand je commence à mettre vraiment mes couleurs, je sois sûr que tout est au bon endroit et je ne me retrouve pas encore une fois avec le problème de la lettre justement. Oui. Donc l'esquisse, le remplissage ? Le remplissage des couleurs, tout à fait, et puis ensuite à la fin un contour qui va permettre de lier un petit peu tout ça et donner le volume au graphe, quoi. Eh bien Alex Nemo, au travail. J'espère que vous avez fait un petit peu de gymnastique des doigts, parce qu'il fait quand même très frais. On va se réchauffer un peu, ouais. Merci beaucoup. Bon, on vous laisse travailler. Et puis nous allons maintenant faire la connaissance d'une femme touche à tout. Elle sait tout faire et elle fait tout très très bien. Et je vous propose tout de suite d'entrer dans l'univers d'Angeline Bailly. Angeline, merci de nous accueillir dans cette galerie éphémère où vous avez exposé pendant 15 jours au mois de novembre vos dessins. Mais alors, quel univers! Vous aviez votre place dans la nuit de la culture giennoise parce qu'on va pouvoir parler de plein de choses avec vous. C'est gentil, merci. Merci d'être là et bienvenue. Angeline, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Alors, il y a fusain, aquarelle, peinture, structure, préparation d'exposition, musique même. Oui, on commence tout ça, au début. Oui. Le début de cette période de dessin, on va dire, ça se passe il y a 2 ans, au mois de février. Je regarde par la fenêtre et je vois un arbuste taillé de façon bizarre et tout en haut, il y a comme un ange sans ailes qui joue de la trompette. D'accord, mais ça va bien sinon. Non, mais c'était le matin, j'avais bu du café. et alors je dis, mais quelle drôle de chose. Et donc je le dessine et ça a été le départ d'une nouvelle série de dessins. J'ai souvent comme ça dans toute ma vie de dessinatrice ou de peintre, des bornes qui jalonnent ma vie même. Et donc là, ce petit bonhomme avec sa trompette, il est devenu une des bornes de ma vie de dessin. Et on peut le montrer ? Bien sûr, oui. C'est ça ? Voilà, c'est celui-là. Donc je l'avais fait en noir et blanc. Et donc il veut dire quelque chose avec sa trompette, mais quoi ? Et à la suite de ça,
j'étais frappée par le réchauffement climatique, par tout ce qu'on vivait, puis après il y a eu le Covid et tout ça. Alors en fait, moi je dessine depuis toujours, depuis mon enfance. Je m'y suis mis réellement à 17-18 ans. J'ai fait quelques années de beaux-arts et en intégrant le poste de responsable de l'animation du château de Saint-Brisson, donc j'ai été de plein pied dans tout ce qui était artistique et culturel, donc ce qui m'a permis d'évoluer énormément, notamment dans la catégorie fusain. Voilà, avec Ben-Ami Colère, qui était un dessinateur hors pair, un maître pour moi. Voilà. Tout m'intéresse. J'ai beaucoup travaillé le noir et le blanc par le fusain, où vraiment, là, je travaille la lumière. Les aquarelles et encre que j'ai faites à la suite du monsieur à trompette, une sorte de lanceur d'alerte. Ouais. Donc tout ça, ça a été coloré et c'était un total changement. Ouais. Je m'interdis rien. Donc, mais là, c'est vrai que depuis 2019, c'est le réchauffement climatique, c'est ce qu'on vit pas très agréable. Et j'essaie de tourner ça un petit peu en dérision, de faire des jeux de mots, même si c'est des jeux de mots écrits. Mais bon, à mon petit niveau, j'essaie de persuader les gens de bouger un peu, quoi. Angeline, vous peignez sur plusieurs supports. Oui, parce que avant qu'on se rende compte, vous m'avez pas parlé de plastique. Oui, absolument. Oui, c'est très étonnant. Oui, j'aime bien faire des essais de matière, de récupérer les blancs, toujours cette fameuse lumière qui doit revenir. La lumière, elle doit toujours revenir. Et donc, sur du papier, un bon fusain comme un fusain compacté, par exemple, il ne s'efface qu'à 40%. On ne récupérera jamais du blanc intense. Sur le plastique, oui, ce genre de plastique que j'ai trouvé chez mon imprimeur, et bien là, avec ça, on peut gommer simplement un trait de gomme, fait un trait très fin, tout blanc. C'est-à-dire que le blanc, c'est le support en fait. C'est le blanc du support qui revient, et là, la lumière, elle rejaillit. Après, on a le papier traditionnel, bien sûr. Le papier traditionnel, oui, du papier plutôt épais, qui réagit bien à l'eau. Il y a plein de supports, mais il y a aussi plein de dimensions, puisqu'on peut passer de ce tableau-là, par exemple, oui, celui-ci, à une carte postale. Absolument, oui. À un certain moment, je me suis dit, mais c'est plus pratique un petit format. Et donc je me suis mise à faire des cartes postales. Après, je les ai fait imprimer parce que ça plaisait beaucoup et les gens en ont demandé. Donc j'en ai fait une série, toujours sur le même principe du réchauffement climatique, avec des ponts dont les piles sont dans des bassines parce qu'il faut bien justifier leur présence quand la sécheresse est là. Voilà, des choses comme ça. Et puis l'espoir qui revient avec des cabanes perchées dans les arbres. Vous aimez mettre en scène aussi les choses, puisque vous êtes occupé de l'exposition Guy Jouineau. Guy Jouineau, c'est un vieux monsieur qui habite Saint-Firmin, c'est un voisin, et il était affichiste de cinéma avec son binôme Guy Bourdu, les deux Guy qui étaient très connus dans la profession. Et au hasard d'un déménagement, puisqu'il avait tout un stock chez un autre ami, là j'ai découvert énormément de dessins qui n'avaient jamais été montrés, des dessins, des toiles, des gouaches, des aquarelles. Et j'ai dit, mais Guy, il faut faire quelque chose, il faut montrer ça. Et un mois pour préparer. Puis Guy, ça l'a rendu heureux. Et le but aussi, c'est de montrer un artiste incroyable, parce que vous me parliez à l'instant de ses peintures, mais les affiches de films, oui, plus de 500 avec affiches. son binôme, on peut en citer quelques-unes, Barry Lyndon, je sais qu'il y a Yentl aussi avec... les tontons flingueurs, parce qu'on peut remonter très, très haut. À Saint-Jean-Libert, et Cinéma Paradiso aussi. Cinéma Paradiso, pour laquelle ils ont eu le dernier César pour la meilleure affiche, en 90. Et il le dit, j'ai vécu
une vie de dingue. On était les rois, on était chouchoutés. Ils étaient aux artistes associés, ils avaient un bureau là-bas. Mais des affiches en pagaille. C'est incroyable. Ouais. Alors la peinture, la mise en scène d'exposition, la préparation et la musique aussi. Oui, depuis toujours, en fait, enfant, je faisais partie de la fanfare de l'Ocre, à Saint-Martin-Saint-Brisson. Je jouais du clairon, de la trompette, du cor en mi bémol, attention, pas la trompe. Hein. Et après, papa m'avait offert une guitare, et puis on se retrouvait souvent en bord de Loire, à cette époque-là, à chanter à tue-tête, avec plus ou moins de bonheur, mais la plupart des gens qui étaient au bord de il y en a beaucoup qui sont devenus professionnels. Et là, j'y reviens, depuis quelques temps, et avec des amis, on a... En liaison avec mes dessins, ou je sais pas, enfin, ça résonne, tout résonne et se mêle et s'entraide et se nourrit. On a fait un spectacle sur le climat, enfin le réchauffement, qui s'appelle l'Alaska Fond. Voilà. Et on a créé une association qui s'appelle la Compagnie Trois Carafons. Et d'ailleurs, on les retrouve, les Trois Carafons, sur une carte postale. D'accord. Alors la compagnie Trois Quarts à fond. Voilà, c'est ça. On va faire comme au cinéma, on va la retrouver tout de suite, parce qu'on va se téléporter. Ok. On y va, allons-y. On se téléporte. Oui. Eh bien voilà, Angeline, téléportation réussie. Alors on va dans quelques secondes entendre une chanson que tu vas nous interpréter avec tes deux musiciens. Oui, oui. Alors déjà le titre de la chanson. C'est Bozo. Alors raconte-nous. Bozo, c'est une chanson de Félix Leclerc. C'est une chanson qui parle d'un être qui est un peu coincé et dans sa tête et dans un château. C'est un petit peu le confinement aussi d'un être, ça pourrait être un artiste qui pendant tout ce qu'on a vécu là ces derniers temps joue avec son vieux radeau, enfin vous allez entendre, mais et puis finalement on va peut-être pouvoir s'en sortir, quoi. Donc c'est une petite chanson d'espoir aussi quand même, malgré tout. Un petit peu triste aussi. Elle est triste, c'est vrai. Mais il y a de l'espoir. Oui, il y a toujours de l'espoir. Toujours. Toujours. De la lumière, toujours la lumière au bout. Ah oui, c'est vrai, tu en as parlé plusieurs fois. Oui. Tu nous présentes tes musiciens ? Avec plaisir, oui. Alors on commence par qui ? On va commencer par le frangin, Olivier, accordéoniste, et le copain Bruno, guitariste. Angeline, merci d'avoir participé à la Nuit de la Culture giennoise numéro 3. On a découvert plein de choses, on a vraiment exploré plein d'univers avec vous et on est ravis. C'était un vrai plaisir aussi. Merci partagé. Beaucoup. Merci à tous. Eh bien, musique. Dans un marais de jours mauvais, il y avait un vieux château au long rideau dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités poudrés, de vieilles roses traînent en carrosse, et la fée Carabosse, tous y étaient, moins celle qui le voulait. Vous devinez que cette histoire est triste à boire, puisque Bozo, le fou du lieu, est amoureux. Celle qu'il aime n'est pas venue, c'est tout entendu. Comprenez ça, elle n'existe pas. Ni le château dans l'eau, ni musiciens vêtus de lin très fin. Y'a que Bozo vêtu de peau, le fils du matelot qui joue dans l'eau avec un vieux radeau. Si vous passez par ce pays la nuit, y a un phare
banal comme un signal de balle. Danser, chanter, bras enlacés, afin de consoler pauvre Bozo, pleurant sur son radeau. Danser, chanter, bras enlacés, afin de consoler pauvre Bozo, pleurant sur son radeau. Bozo de Félix Leclerc, arrangé par les Trois Carafons. Les Trois Carafons que vous retrouverez en concert à part du 25 avril au 22 mai. On va aller voir Alex, on va l'embêter un petit peu pour savoir comment ça se passe. Là, on commence à avoir les grands traits de la fresque. Ouais. Ça se précise. C'est ça, là, tout est placé, c'est plutôt bien équilibré. Je me suis pas fait avoir comme sur la lettre. Et donc je place mes couleurs tout doucement, un peu pour organiser tout ça et que ce soit assez équilibré, quoi. Ça rend bien à l'œil. Pour l'instant, on est encore sur de l'ébauche, mais ça avance. On vous laisse travailler. On est dans l'urbain, eh bien restons-y. Je vous propose maintenant de faire la connaissance d'un artiste rap. Il s'appelle Carbo. Carbo, c'est un collectif, une bande de potes qui se sont réunis sous le nom de ce leader. Carbo, rencontre. À l'écriture avec ma belle plume noire. Le sujet est clos quand il s'agit de suivre les idées d'un noir. Trop de putains qui veulent juste ma si dans le système tu veux faire dans ma faut t'envoler la nuit ou bien couper des tailles. Je cherche ta belle pour me sortir. Carbo, merci de nous accueillir chez vous. Vous allez nous présenter les deux personnes qui sont à côté de vous. Oui, c'est mes amis, c'est mes potos. Ça c'est G, l'haïtien aux yeux verts. Il est trop frais, faut pas le dire. Ça c'est Ryan Et qui est BGT, et qui est la VLP, et qui est tellement de surnoms, j'en ai Carbo, qui êtes-vous? Moi c'est Carbo, mon vrai prénom c'est Bokar. Et je fais de la musique, plutôt du rap. Ça ressemble beaucoup à ce que les jeunes font aujourd'hui. Mais bon, après on essaie de vraiment rapporter notre touche personnelle. Et vous êtes originaire d'où? Moi je suis d'origine de la Mauritanie. Et vous êtes arrivé ici comment? Je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans. J'ai fait Mauritanie, Paris, Parisien. Et tout ça, c'est les gars avec qui j'ai grandi. Après, je joue de la guitare, je fais un peu des instruments. Là, on est dans votre studio, on est dans votre antre, ici. Merci de nous accueillir d'ailleurs. La musique, vous la créez totalement, vous empruntez des samples, comment ça se passe? Très généralement, soit je compose sur le logiciel. Donc du coup, on essaie toujours de personnaliser notre musique. Qui soit aussi moderne. Ouais. Le rap a évolué, extrêmement évolué. Et est devenu quelque chose de presque universel. Exactement. Parce en fait, dans le rap maintenant, on y met plein de choses, non? Exactement. Il y a des jeunes qui sont super bien, très talentueux en rap, qui font de la très bonne musique, comme il y en a qui sont un peu trash, vulgaires. Il y en a qui vont aimer cette musique, comme d'autres qui ne vont pas aimer. Les gens, ils cherchent même pas à construire. Ils vont mélanger si je peux me permettre, des ta mère ou bien ton grand-père. J'en sais pas vraiment construire. En fait, la musique, c'est plus réfléchi, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de règles en fait. Ouais, exactement. Même poésie en fait. Dans les clips à l'époque, c'était des clips, il y avait une histoire, c'est comme un petit feuilleton. Aujourd'hui, maintenant, je vais pas vous montrer ces grandes voitures, fesses. Ça c'est vrai. Ouais. Oui, il y a des codes. Cliché, là, il y a des codes. Ouais, c'est cliché. Et vous voyez, maintenant, aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche. Et c'est vrai, vous avez raison. Et vous, alors, parce qu'une fois que la musique est faite, vous la promotionnez comment? Vous en faites quoi? Plutôt sur YouTube. Après, moi j'en compte. Donc, si vous mettez sur YouTube, ça veut dire que vous fabriquez vos clips vous-même? Plutôt, on appelle quelqu'un qui fait des clips. Quoi, ouais. Mais vous êtes obligé de passer par le clip pour vous promotionner. Ouais. En fait, c'est plus attirant. Ouais. Généralement, maintenant, les jeunes, ils veulent. C'est plus comme nous, on écoutait de la musique directement dans un casque. Aujourd'hui, ils veulent du visuel. Donc, c'est-à-dire, plus le clip il va être intéressant, plus la musique elle va être explosée.
sur un titre, il y a des fois plusieurs intervenants. Donc il y a plusieurs écritures. Exactement. Et c'est là où ça apporte la beauté du morceau, le charme, c'est que chacun son style en fait. On n'est pas obligé de faire toujours la même chose. Moi je suis plutôt mélodie. Ouais, rien que nous deux, déjà, il y a une grosse différence. Lui, c'est plus brut, on va dire. Brut, mais tout dans l'écriture. Voilà, surtout parole tranchant, mais raisonnable. Ouais. Le but, c'est de faire du buzz aussi. Le buzz, ça va vite. Mais toi, c'est immédiat. C'est même pas le buzz, le but, c'est de faire le buzz. Les gens veulent faire du buzz. Moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais, il n'y a pas de mauvais buzz. Quoi qu'il arrive, ça reste du buzz. Quoi qu'on fasse, c'est-à-dire, même si quelqu'un il frappe quelqu'un dans un clip, et ben ça va faire de la promotion quand même. S'il y a un faux braquage, ça va faire de la promotion quand même. Si on donne un pot, c'est de la promotion quand même. Il y aura de toute façon un Exactement. Tous les jours cherchent la belle pour me sortir du bed. Tous les jours cherchent la belle, belle, belle. Tous les jours cherchent la belle pour me sortir du bed. Tous les jours cherchent la belle, belle. On impose la loi, mon négro, t'en dis quoi? Je m'impose en lol, t'es contraint d'abdiquer. Personne s'oppose, on a faim, on y croit. Ils appuient, on s'oppose quand on aura marqué. On impose la loi, mon négro, t'en dis quoi? Je m'impose en lol, t'es contraint d'abdiquer. Personne s'oppose, on a faim, on y croit. Ils appuient, on s'oppose quand on aura marqué. Il y a un bon et un mauvais rap. Il y a un bon rap. Il y a un bon rap quand tu l'es bien construit et que tu sais ce que tu fais. Il y a un mauvais rap quand tu... T'es déçu. Quand tu finis la musique, quand tu l'écoutes, elle va pas te transporter comme toi tu pensais le faire. T'es pas content et ça se ressent. Que quand directement tu prends... Genre il y a des instrus directement, tu vas cliquer dessus. Tu vas savoir que c'est pas la bonne. Tu vas savoir que c'est pas la bonne. Parce que ce que tu vas faire... Instinctivement. Mais après voilà, comme tu as dit tout à l'heure, je veux dire un bon rap, mauvais rap, c'est un peu spécial. Ouais, je veux dire, il y a des gens qui veulent du bois. Ils peuvent faire du mauvais rap et après ils peuvent monter. Il y a des exemples, hein, surtout avec les réseaux. Hein. Un mauvais rap, il peut avoir plus d'impact qu'un réel rap avec un vrai fondement. Oui. C'est juste ça, c'est tout le problème de la musique. Voilà, exactement. La mauvaise musique a des fois plus d'impact que la bonne musique. Mais c'est pas, on va dire c'est pas une mauvaise chose parce que ça aide quand même à ce qui est toujours de l'écoute, etc. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème pour les rappeurs entre guillemets qui ont une écriture qui s'applique. Mais par contre, à Gien, on a un sacré problème. Ça fait longtemps que ça rappe, hein. Mais après ça. Alors qu'est-ce qui vous manque alors? Qu'est-ce qui nous manque? Il manque moi personnellement, la ville elle est déjà de la bonne humeur. De la bonne humeur dans la ville. Je ne crois pas assez aux jeunes. Non, la vérité nous aussi le rap ça dégage un truc genre les gens se disent c'est vulgaire, c'est ça. Aujourd'hui maintenant on va faire toute la ville pour trouver un local. Tous, non. Pourtant, on a fait des dons. Je veux dire, non. Je pense qu'on a une petite étiquette. Parce que quand on entend un rappeur sur scène, égale à foule, égale à bagarre, égale à drogue, alors qu'on est des. Franchement, moi, je me réveille le matin et je travaille. Que répondriez-vous à des gens qui vont vous dire le rap, c'est tout le temps pareil? Ah, il se trompe. Ça peut être vrai. Il se trompe. Non. Ça peut être vrai. Il se trompe. Il y a plusieurs variétés de rap. Après, ça dépend ce que tu recherches. C'est parce que t'écoutes aussi. Est-ce que vous avez des préférences musicales? À part le rap, hein. Moi j'écoute du jazz, on écoute du jazz, du blues. Parce que toutes ces références musicales, vous pouvez après les mélanger. Voilà. Moi personnellement, je fais même pas exprès. La couleur que j'écoute musicalement ailleurs, elle ressort. Moi j'écoute des gens qui font du blues comme par exemple Ali Farka Touré du Mali, tu vois. J'écoute beaucoup de types de rap. BBC, BB King. Mais je trouve que c'était plus musical aussi à l'époque. Ah non, à l'époque, on arrangeait les choses. C'est clair. Est-ce que le rap peut être grand public? Ah si. Oui. Ah ça peut être grand public, mais ça dépend qui en vrai. Après ça dépend de la personne. Il y a peut-être aussi des modes dans le phrasé, dans le texte. C'est la génération qui arrive, généralement, quand elle vient, elle n'écoute pas, elle balaye. Non, moi je trouve la sentence, elle est rapide. C'est pour ça que vous avez intérêt d'accrocher l'oreille tout de suite, c'est un vrai challenge ça. Exactement. Donc du coup, petit à petit, vocodeur, cela. Les textes aussi changent parce que la nouvelle génération ne veut plus des textes moraux, il veut des textes plutôt ambiançants, faire oublier les choses. Posé dans la tube, bébé, il faut que je médite. Ouais, ma vie est chère comme un bolide. Quand tu m'as tu coincé vers la mairie. En attendant que mes gars va avérir. Qui je t'attends le bataille quand je suis
utilisez voilà, ça c'est la question qui fâche. L'autotune ou Bien pas? sûr, J'arrive pas. Mais ça dépend. bien sûr. Ça dépend. Après, l'autotune, c'est une chose qu'il faut gérer. Après, c'est pas tout le monde je le gère pas du tout. C'est pas tout le monde qui C'est fait dur ça. à gérer Ah, c'est l'autotune. très dur. Mais après, aujourd'hui, on est dans un phénomène où l'autotune, tu l'entends de chaque porte que tu toques. Après, je vais pas vous mentir. C'est fatigant, mais. C'est ça. Et ça permet aussi à tout le monde de chanter juste. Exactement. Parce qu'au départ, c'était ça. hein. Mais maintenant, les gens, ils utilisent de l'autotune pour rapper aussi. Ça, moi, je trouve que ça ramène une autre chaleur aussi, tu vois. Après, c'est comme si t'as un. En fait, c'est un style on est dans la créativité, en fait. Le rap, c'est toujours de la créativité. Après, ça peut ramener un univers. Un truc. Ça se trouve, dans 5 ans, il y aura plus l'autotune, il y aura un autre truc. Exactement. Et moi, à l'époque, je suis toujours, pas content avec eux. Hein. Il m'a dit, vas-y, va dans la cabine, test autotune. Ah ouais, ça me délire. Une fois que vous avez enregistré vos morceaux, vous en faites quoi? Moi, Parce je les que voilà, le but c'est de les faire connaître. Moi, personnellement, je les expose sur On les YouTube. partage. Carrément, Généralement, les gars. sur Instagram, on les met sur YouTube. Il y en a certains qui préfèrent les garder pour eux et les écouter dans leur c'est moi. voiture pour leur plaisir. Mais ça va, on arrive à faire les 23 000 vues. Tu vois, on essaie de se débrouiller. Donc vous commencez à avoir un public. Si. Un petit Enfin, public. après, j'ai jamais fait de concert. Ouais. Je pourrais jamais savoir vraiment qui sont le public, mais j'entends beaucoup d'échos, quoi. Ouais, les gars, ce qu'on Petit fait, à petit. Ah, beaucoup de remarques. c'est ça, beaucoup de remarques. Voilà. Parce qu'en fait, avant, on le faisait, mais vraiment caché. On le faisait que entre nous, en fait. Ouais. On se réunissait dans un bâtiment parce qu'on avait que ça, on n'avait pas de. Ouais, en fait, c'était Entre un nous, loisir. voilà. quoi. Jusqu'à Une petite maintenant, impro, jusqu'à maintenant, ça devient un loisir. Pourquoi? Parce que ça ne nourrit pas. Ouais, c'est ça, en que de fait. la passion. Après, Ouais. quand il y a du buzz, c'est là que ça change. Ce qui vous manque, vous, en fait, c'est de vous montrer, c'est de chanter en live, en fait, sur une scène. Sur scène, des vraies scènes concrètes. Genre, Déjà, si on donne l'opportunité, ouais, ça serait pas mal, hein. Même déjà. ça va. Quel est votre public? Est-ce que vous le connaissez? Parce que comme vous ne l'avez jamais rencontré en live, Mais j'ai une est-ce que petite vous idée. pensez le connaître? J'ai une petite idée. Moi, je pense que c'est des jeunes de notre âge, 20, 21, 22, des fois 25, jusqu'à 30. Et on a Les gars, les petits plus sont jeunes. bouillants, ouais. Les plus On a jeunes les sont plus jeunes, de 15 ans, 16 ans. 17, 18. C'est un peu c'est Ça ceux varie, qui- en fait, c'est ça ceux qui varie. consomment beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui vous découvrent ce soir pour qu'ils vous apprécient encore plus? Franchement, gentil. nous sommes des gens très ouverts. Voilà, très ouverts, très Sans fiables. esprit. Voilà, on cherche Pas de à faire manière. on cherche pas à faire les bandits à dessous. Ça, On a Surtout des pas. parents, on a des parents, on a des références. Donc du coup, voilà, on cherche juste à faire de la musique, à vous faire kiffer. Là, on va voir votre chanson hein, que vous allez chanter avec pour nous. Elle raconte quoi, cette chanson? Bah, cette chanson, elle raconte de tout en fait, hein. Parce que elle raconte déjà la rue, elle raconte des fantasmes personnels, tu vois. Enfin, quand on crée un son, c'est par rapport déjà à la prod, à l'instru. Si c'est une prod un peu plus douce, un peu plus R&B, tu peux penser à une femme, des relations entre couples ou. En fait, ça varie. un petit film. Ben, Carbo, merci de nous avoir accueillis dans votre antre, dans votre rien. studio. Et puis maintenant, on va vous écouter. Carboné. Merci. Yo. Liquid, you're a troublemaker. Tu t'accroches au mauvais Joe, même ta copine te l'a dit. Je vais tout droit sans ralentir, trop pressé à faire des thunes. Tu paniques quand je réponds app, je me suis absenté pour le business. Ton cœur est en miettes, fallait pas t'attacher en vitesse. Laisse-moi quelques années, je pourrais décrocher la lune. J'ai du mal à dire les choses, je préfère parler avec ma plume. Ne m'en fais pas, c'est pas la peine. Tout va changer avec le temps, et je t'en fais la promesse. Elle sait que je suis mauvais, elle sait que je suis mauvais. Bébé, je suis navré, je suis pas là pour te sauver. Elle sait que je suis mauvais, qu'on est mauvais. Rien de nouveau, tu merdes, je m'en vais. Elle sait que je suis mauvais, je pense qu'on l'aurait.
Poussé de coffret, toujours rénové. Elle sait que je suis mauvais, toujours dans le move. Elle sait que je suis mauvais, toujours rénové. Elle sait que je suis mauvais, toujours rénové. Gabo c'est pipé, rempli de fumée. Faut que je me remplis les poches, bah oui c'est hoche. Trop de chinoches, l'envie des bandits. J'ai fumé la haute couche, pas envie que le temps on me trouve louche. Charismatique comme un Barbarossa, bébé aimerait que j'achète une rose. J'sais que t'as pas les menteurs, malgré ça j't'en pas l'heure. Faut que je me dépêche, remplir la caisse, ce serait de la tête pour être heureux. Bébé j'te promets, j'suis pas un tarba. 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 Elle sait que je suis mauvais, elle sait que je suis mauvais. Bébé je suis navré, je suis pas là pour te sauver. Elle sait que je suis mauvais, qu'on est mauvais. Rien de nouveau, tu merdes, je m'en vais. Elle sait que je suis mauvais, je pense qu'au l'over. Poussé de coffret, toujours rénové. Elle sait que je suis mauvais, toujours dans le move. Elle sait que je suis mauvais, toujours rénové. Pour retrouver Carbo, rien de plus simple, hein, Snapchat, Instagram, entre autres, et bien entendu YouTube aussi pour les clips. 1821-2021, 200 ans que la faïencerie de Gien rayonne à travers le monde, bien sûr, mais qu'elle rythme aussi la vie culturelle giennoise. À l'occasion de ce bicentenaire, la manufacture s'offre un très joli cadeau, un musée tout neuf. Dans quelques instants, rencontre avec Yves de Talouette, le président directeur général de la manufacture depuis 2014. Mais avant cela, nous allons tourner une page d'histoire avec notre Stéphane Bernanou, Antoine Estienne, qui va revenir sur l'histoire incroyable de cet établissement qui est bien ancré dans le cœur des Giennois. Merci Jean-Marc. Alors en 1821, effectivement, commence une aventure exceptionnelle ici sur les bords de Loire, la faïencerie de Gien, fondée par un certain monsieur Hall, un personnage d'origine anglaise, dont le père avait été propriétaire à la fin du XVIIIe siècle de la faïencerie de Montereau. Alors Hall va lui succéder à son père, à cette faïencerie de Montereau, mais il va la revendre très rapidement et il cherche un endroit où s'établir puisqu'il a l'interdiction dans son contrat de vente de s'établir à proximité de Montereau, une nouvelle fabrique de faïence. Donc il va découvrir à Gien un ancien couvent abandonné, le couvent des Minimes, qui offre une très vaste surface de plus de 7 hectares avec des bâtiments de très grande dimension qui lui permettent de démarrer une production très rapidement. Par ailleurs, Gien se trouve au bord de la Loire, ce qui favorise évidemment l'acheminement des matières premières et donc par la Loire, ces matières premières vont pouvoir atteindre le site de production de Gien. Alors évidemment, les bâtiments du couvent ne sont pas complètement adaptés à la production de faïence, il va falloir les reconstruire au fur et à mesure, mais on peut démarrer tout de suite une production, il n'y a pas besoin de construire une nouvelle usine. Par ailleurs, sur place, on découvre des matières premières intéressantes, notamment les cailloux de Loire, les silex de Loire, hein, ces pierres siliceuses. On va les ramasser aux bases eaux et on va s'en servir pour les faire entrer dans la composition des pâtes de faïence. Donc Hall est séduit par le site, il achète l'ancien couvent des Minimes, il s'installe et il va même faire construire sa propre maison dans l'enceinte de cet ancien couvent, en bordure de ce qui était le jardin des frères Minimes. Hall va par ailleurs quitter Gien assez rapidement finalement, il lance la production véritablement, mais il quitte Gien fin des années 1820, 1826, puisqu'il a investi dans un autre projet à Noirlac, dans le Cher, qui va le ruiner en grande partie. C'est à Bruères-Alichamps que ça se passe, et il est obligé donc de revendre Gien, qui fonctionne plutôt pas mal, à son associé principal, en l'occurrence son beau-frère, Amable Guyon. Et ce sont ses successeurs qui vont véritablement lancer la machine Gien. Alors les premières productions sont des productions de faïence assez communes. Il s'agit de mailler le territoire français, d'offrir à tout un chacun une vaisselle de table de bonne qualité. Et puis très rapidement, les ambitions vont être de concurrencer très férocement et très directement les faïenciers anglais qui sont venus concurrencer les Français sur leur propre terrain depuis déjà pas mal d'années. Et dès les années 1850, on a l'idée géniale de se lancer sur le marché du luxe. En l'occurrence, de créer des pastiches de vaisselle ancienne
européennes, françaises ou étrangères, et de les vendre à un prix bien moindre de celui des originaux. Et les succès vont se ramasser littéralement à l'appel. En 1876, l'exposition de Philadelphie aux États-Unis va faire connaître à l'international véritablement cette faïencerie française. Et puis la consécration va arriver très rapidement dans les années 1880 avec la création du vase au pan pour l'exposition de 1889, pour être exact. Cette exposition qu'on connaît tous, l'exposition universelle qui a vu la création de la Tour Eiffel. Au pied de la Tour Eiffel, il y a le pavillon de l'exposition universelle. Au centre de ce pavillon, la salle principale d'exposition. Et au centre de la salle principale d'exposition, le stand de la faïencerie de Gien, avec au centre de ce stand, ce vase au pan, ici, qui est une performance artistique à lui tout seul, puisque ce vase, il fait quand même plus de 3 mètres de haut. Il a fallu mettre au point une pâte spéciale, puisque toutes les productions, en fonction de leur type, vont recevoir une pâte spéciale. Ici, à la faïencerie du Gien, il n'y a pas qu'une seule pâte. Il faut affiner la méthode de fabrication, la recette de fabrication, en fonction du type d'objet que l'on veut obtenir. Et donc ici, il a fallu obtenir une pâte qui permette à ce vase de se tenir et de supporter le moulage. Donc il y a eu 2 essais pour arriver à cela. Il y a eu par ailleurs 2 vases réalisés ensuite, vase au pan. Et donc ce vase au pan représente à l'époque le plus grand objet de faïence au monde. C'est quelque chose qui va frapper l'imagination des visiteurs de cette exposition universelle de 1889 et qui va valoir à la faïencerie de Gien le grand prix de l'exposition en matière de céramique. Par ailleurs, cette faïencerie de Gien, elle bénéficie aussi de rencontres exceptionnelles, notamment dans les années 1860, un nouvel actionnaire arrive qui est Jean-Félix Bapteros, qui a repris quelques années auparavant l'ancienne faïencerie de Briard, la faïencerie Lithocéram de Briard, pour y faire des boutons de vêtements en céramique, et également par la suite des éléments de mosaïque murale. Et Bapteros qui est un ingénieur, va considérablement améliorer le process de fabrication et donc le rendement de cette faïencerie de Gien. Donc là aussi, ce sont des rencontres qui ont permis cette aventure exceptionnelle. La faïencerie ne s'arrête pas après le succès de 1889. Elle présente encore de très très belles compositions à l'exposition de 1900, où elle est classée carrément hors concours. Elle fait partie du jury de l'exposition. Donc c'est notamment la très très belle horloge de style Louis XIV, électrifiée en plus, qui est présentée donc à cette occasion-là à l'exposition universelle de Paris 1900. Et puis également, cette exposition universelle va être l'occasion pour cette faïencerie de Gien d'être repérée par la Société du métro parisien, qui est en train d'étendre son réseau, puisque la première ligne est ouverte à l'occasion de l'exposition, et qui va demander à la faïencerie de Gien de lui créer des carreaux de céramique pour habiller les couloirs du métro. Ce sont les fameux carreaux de 15 cm par 7,5 que l'on trouve encore dans certaines stations de métro, avec les beaux lettrages sur fond bleu, avec également les petites moulures, etc. Ça, c'est la faïencerie de Gien qui l'a créé pour le métro parisien dans les années 1900, puisque les premiers contrats datent de 1903-1906, le début de la mise en place. Donc on a quelque chose d'extrêmement complet ici à la faïencerie de Gien. On a des productions pour de la vaisselle de tous les jours, on a des productions de luxe qui s'adressent à un public plus fortuné, et puis on a des productions industrielles pour le bâtiment, des carreaux de céramique, également des sanitaires, puisqu'on a fait des baignoires ici à Gien, à la faïencerie, et c'est ce qui a permis à cette aventure de continuer jusqu'à nos jours. Merci à Antoine Estienne pour ce panorama historique de la manufacture giennoise. Yves de Talouette, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans ce qui va être très prochainement le nouveau musée de la faïencerie de Gien. Absolument. La faïencerie de Gien a 200 ans et pourtant elle est terriblement contemporaine.
Ah, c'est gentil de me dire ça. C'est vrai que c'est tout le défi que nous avons. C'est-à-dire, d'abord, célébrer les 200 ans d'une marque, c'est quelque chose de fabuleux. Il y a quand même très peu de marques en France qui ont 200 ans d'âge. Qui peuvent le faire, oui. Et qui peuvent le faire. Mais le défi de cette célébration, c'est bien sûr de rendre un hommage au passé, mais c'est aussi d'être capable de se projeter dans le futur. Donc le compliment que vous venez me faire, il me va droit au cœur parce que ça veut dire qu'on a réussi notre défi qui est à la fois de préserver tout ce qui fait que Gien est Gien et que Gien est si connu, et en même temps d'arriver à le combiner avec un souffle de nouveau. Et c'est un peu tout notre défi, et c'est vrai que cette année, qui est une année spéciale à beaucoup de titres, mais c'est aussi une année où nous avons constaté un très fort dynamisme commercial. Donc on a une traction commerciale qui est très forte, en France bien sûr, mais surtout à l'étranger. Donc la faïencerie conserve son rayonnement mondial. Ah oui, alors on conserve complètement le rayonnement mondial. On est exporté dans 60 pays au monde qui ont comme caractéristique commune d'être fascinés par ce style typiquement français qui est l'art de vivre à la française dont les faïenceries de Gien sont un symbole. 200 ans, donc ça valait bien un nouveau musée. Ça fait 4 ans que l'on mûrit ce projet sur lequel eh bien les collectivités locales ont accepté de nous accompagner, donc la mairie de Gien, la communauté des communes, le département, la région ont tous accepté de financièrement aider le projet, et c'est ce qui l'a rendu possible. Et puis vous découvrez un peu en avant-première ce musée. Notre ancien musée était tout à fait remarquable et avait des pièces de faïence très belles. Mais c'était un musée qui racontait peu d'histoire. Là, le nouveau musée, il présente une histoire, je dirais, artistique de la faïencerie. Ça, c'est des belles pièces de musée et on va les retrouver. Mais à côté de cette première histoire, vous avez une deuxième histoire qui est l'histoire économique et sociale. La faïencerie, c'est une communauté de gens, c'est une entreprise qui a connu des déboires, qui a connu des succès et d'innombrables succès, qui a connu des innovations. Donc on a fait dans une salle qui se situe en dessous de celle où nous nous trouvons, au rez-de-chaussée, nous appelons la salle voûtée, voilà le rez-de-chaussée, on a fait une gigantesque frise qui raconte l'histoire de cette communauté. Et puis il y a une troisième histoire qui est une histoire plus industrielle, c'est-à-dire comment c'est fabriqué. Et ça, c'est là où nous nous trouvons. Donc vous voyez que cette salle ici, elle est décorée d'une vingtaine de photographies. Ces photographies représentent à chaque fois une étape de fabrication. Et puis ici, derrière moi, vous avez, alors là, une exposition temporaire qui célèbre notre bicentenaire. Et pour notre bicentenaire, on a voulu faire quelque chose qui nous projette à la fois vers le passé et vers le futur. Donc on a d'une part fait des rééditions de pièces très emblématiques de la faïencerie. Donc il y a une réédition d'une pièce qui date de 1870, donc on a appelé le vase Kyoto. Il y a une réédition d'une série de naïades qui sont plutôt de l'époque 1910-1920, donc plutôt art déco. Et puis enfin, il y a la réédition d'une œuvre d'un designer qui, elle, date plutôt de 1980-1990. Ça, c'est plutôt pour célébrer notre passé. Et puis on s'est dit, quoi faire pour célébrer le futur ? Eh bien, pour célébrer le futur, on a fait appel à 3 artistes, un pour chaque continent. Donc il y a un Américain, c'est celui qui a peint l'œuvre qui est juste derrière moi et qui s'appelle John Wan, qui est un street artiste américain très connu et qui a accepté de faire une œuvre pour nous pour célébrer le bicentenaire de la faïencerie. Et puis il y a un autre artiste qui est un Chinois, qui s'appelle Peng Yang, qui est un jeune artiste d'une trentaine d'années et qui lui a accepté de faire des plats ronds pour nous. Et enfin, il y a une troisième artiste, et sans aucun ordre de priorité, qui s'appelle Inès Langevial, qui est une peintre française et qui, elle aussi, a fait une jarre qui est un peu plus loin ici. Et en plus de ça, on a demandé aussi à 3 designeuses de mode
de nous dessiner, elle aussi, 3 œuvres, chacune en interprétant comment elle voyait le bicentenaire de la faïencerie. On a parlé du rez-de-chaussée, la salle voûtée, du premier étage. Il y a aussi un deuxième étage. Quelle va être la destination de ce deuxième étage? On va effectivement réhabiliter le deuxième étage en y construisant 2 studios d'artistes, et je pense qu'en leur offrant la capacité d'être logés sur le site de la faïencerie et de pouvoir directement travailler avec les ateliers, on va renforcer d'une manière tout à fait considérable l'attractivité de la faïencerie de Gien vis-à-vis de ces artistes modernes, et donc on va faire de Gien une cité de la faïence avec toute l'activité artistique et manufacturière, bien sûr, qu'il convient à une cité de la faïence. Vous allez vous servir de ces artistes aussi pour créer des nouveaux décors? Alors oui, ça peut être très varié, ça dépendra des artistes, ça dépendra des rencontres, ça dépendra de l'actualité de la faïencerie. Ça peut déboucher là-dessus. Donc on peut tout à fait avoir des artistes qui débouchent sur la création de nouveaux décors, et par exemple un des 6 artistes avec lesquels nous avons travaillé pour notre bicentenaire, un d'eux est le créateur de notre décor de l'année prochaine. Alors je ne peux pas trop révéler qui, c'est encore un secret, mais vous voyez que typiquement ça s'est fait voilà, c'est plutôt coup de cœur, rencontre. Donc il y a 2 studios, il y a la moitié de la salle au 2e étage qui sera réservée à des expositions temporaires, et puis il y aura une salle plus réservée aux grandes réunions, à des étudiants qui voudraient venir travailler sur les archives du musée et faire des thèses sur la faïencerie. Voilà, donc plus une salle de travail. Un musée plus grand, hein, forcément. Et est-ce que ça veut dire que vous allez ressortir des pièces que vous n'avez jamais exposées? Alors ça, c'est une question intéressante, parce que quand on fait le bilan du nombre de pièces exposées, on s'aperçoit qu'en fait, un musée moderne donne lieu à beaucoup plus de respiration qu'une façon un peu, entre guillemets, ancienne de présenter les choses. Donc, on ne va pas nécessairement présenter beaucoup plus de choses. Par contre, elles seront présentées d'une manière beaucoup plus aérée et donc plus digestible. Donc oui, on va découvrir un peu de nouvelles pièces, mais on a surtout à cœur de très bien les présenter dans un bel écrin, et de faire en sorte que les gens se disent « Ah, qu'est-ce que j'ai vu comme bel objet, j'en ai vu plus qu'avant ». Même si c'est finalement le même nombre, vous voyez. Tout ça parce que la scénographie a été repensée aussi. Ah, la scénographie a été complètement repensée. Donc on a recruté des spécialistes, des spécialistes de l'histoire de l'art, de la céramique, des spécialistes de la scénographie, de la muséographie, on dirait ça. Et donc elles ont travaillé pendant un an sur à la fois la nouvelle présentation. Nous avons construit des nouveaux meubles pour présenter, et donc elles ont travaillé sur la conception des meubles, sur leur fabrication, sur la mise en place des objets, sur les panneaux explicatifs. Il y a beaucoup de panneaux explicatifs, donc ici la vingtaine d'étapes de production, mais en dessous il y a des panneaux explicatifs sur les grands jalons de l'histoire de Gien. On a divisé l'histoire en gros 5 grandes périodes, et voilà, c'est évidemment un travail d'équipe assez considérable, mais absolument passionnant. Yves de Talouette, merci. Merci beaucoup, c'est très gentil d'être venu nous voir. Merci à la faïencerie de Gien de nous avoir ouvert ses portes, et puis vous avez découvert en avant-première les premières images du nouveau musée. Merci encore. Alexandre, ça y est, la fresque est terminée. Est-ce que tu es content de toi? Ouais, je suis plutôt satisfait. Ça rend plutôt bien le fond, etc. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, c'est un petit peu. J'essaie de m'inspirer un peu des motifs de la faïencerie de Gien, les pivoines qu'ils ont pu faire sur certaines assiettes. Oui. Bon, c'est plus ou moins réussi. J'ai pas leur talent forcément. Alors, mais il y a aussi les fainéants là, qui est très réussi. Ouais, ça c'est pareil. C'est la première fois que je le tente, donc c'est pareil. Je suis assez content. Je le referai à l'avenir, je pense.
Ouais, c'est une belle expérience, dans le froid, mais c'est très intéressant. Je demandais à tous ceux qui ont participé à ce tournage de t'applaudir. Rejoignez-nous, parce que franchement, alors ce qui est formidable, c'est qu'en vidéo, le temps est extensible, hein, donc la fresque, en gros, d'après vous, a duré 1 heure, mais non. Elle a duré un peu plus de 3 heures. Et donc, bravo à tout le monde, merci à tout le monde d'être resté et de là, assister Alex, avec les cafés, les choses comme ça. Donc, tout le monde en avait tous un peu besoin. L'émission se termine. Un dernier mot, Julien ? Oui, peut-être un dernier mot. J'espère que. Oui, parce que tu te sers du micro là, voilà, j'utilise le micro qui est là. J'espère que vous avez apprécié cette 3e émission. Surtout, si vous voulez nous aider, soutenir le projet, n'hésitez pas à liker, commenter, mais surtout partager cette publication sur les réseaux sociaux et puis autour de vous. C'est ce qui nous aide le plus, finalement, à nous faire connaître et à diffuser la Nuit de la culture génoise. Merci à tous de votre fidélité. Et puis, j'imagine qu'on se donne rendez-vous pour la 4e. En guise de générique, nous allons voir la conception de la fresque en version accélérée. Et comme ça, vous allez voir tout son cheminement, toute sa progression. Et je pense que ça vous permettra comme ça de regarder le travail d'Alex plus en détail. Et puis de jeter aussi un œil sur nos partenaires, parce que c'est quand même très important. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Alex.